Rendons grâce à Dieu pour nous avoir accordé une semaine de plus, une semaine diplomatiquement et politiquement meublée pour le Togo au regard de la presse. En 2 jours, le Togo a accueilli 3 sommets des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Des 3 sommets, un a plus retenu l'attention de la presse à cause de son agenda assez chargé. Il s'agit bien entendu du sommet de la CEDEAO qui devait décider du sort de la crise politique qui secoue le Togo depuis un an déjà. Et ceci à travers une feuille de route diversement appréciée aussi bien par les acteurs politiques que la presse, dont je vous étale les différentes réactions et commentaires. Suivez. Crise politique au Togo, pas de transition, mais des réformes constitutionnelles à opérer rapidement. Des élections législatives auront lieu le 20 décembre 2018. Mohamedou Bouhari remplace Faure Gnassingbé à la tête de la CEDEAO. C'est l'affiche du Messager qui a passé en revue 3 sommets que le Togo a eu l'insigne honneur d'avoir abrité la semaine qui s'achève, à savoir la conférence de l'UEMOA, celle de la CEDEAO, CAC et celle historique de la CEDEAO. C'était un véritable bal de chefs d'État et de gouvernement à Lomé, comme le précise Togo Matin. Le Togo pour 3 sommets en 2 jours, martèle Nouvelle Opinion, c'est le prix de la paix, de la concorde et de la stabilité. Le dialogue s'est essentiellement intéressé au sommet de la CEDEAO qui recommande l'amélioration du cadre électoral pour des élections législatives le 20 décembre 2018, un aspect parmi tant d'autres recommandations contenues sur la feuille de route de la CEDEAO rendue publique à la fin de la conférence. Les Togolais iront aux urnes le 20 décembre prochain pour choisir les nouveaux députés à l'Assemblée nationale, renchérit le libéral, selon qui le vin est tiré, il faut le boire. Selon la lanterne qui trouve que le plus grand gagnant du sommet de la CEDEAO est Faure Gnassingbé, la feuille de route n'est qu'une fumée blanche qui ne donne rien. Et le journal de se demander si l'on se fout des Togolais. Idem dans Actu Express, selon qui la montagne n'a accouché que d'une souris. Selon le confrère, la C14 est tournée en bourrique et le peuple togolais doit prendre son destin en main. Fraternité voit de forts risques de blocage en perspective de cette feuille de route. Satisfaction, humilité et gratitude. J'exhorte le chef de l'État à prendre des mesures courageuses. Propos de Gilbert Bawara et de Agboyime Kodjo, partagés par la Nouvelle Tribune, pour qui l'heure est au choix. Les chefs d'État sont venus nous dire la démocratie en grand D. La vérité est que nous n'aurions jamais dû en arriver là en contribuant les uns et les autres à mutiler notre propre pays. Autre réaction de Charles Kondi Agba, délégué national des Sages pour Unir, et de Gilbert Bawara, repris par Forum de la semaine. Les revendications de la coalition sont prises en compte par la CEDEAO, a confié Agboyime Kodjo au même journal. Le journal propose l'intégralité de la décision finale du sommet dans une autre parution. La CEDEAO convie les Togolais aux urnes le 20 décembre. Martel, chronique de la semaine, qui trouve que la coalition n'a obtenu ni le retour à la Constitution de 1992, ni un gouvernement de transition. Et le confrère de se demander, ironiquement, les militants de la coalition ont-ils marché pendant 6 mois pour un rien? Par quelle alchimie parviendra-t-on à appliquer la feuille de route de la CEDEAO avant le 20 décembre 2018? Se demande le changement un peu pessimiste
et dubitatif. Flambeau des démocrates trouve que cette feuille de route de la CEDEAO est un pas qualitatif dans la résolution de la crise. Gestion de sortie de crise politique au Togo. Enfin, la feuille de route, s'exclame Ouara les vainqueurs, qui dit que les exigences utopiques et farfelues de la C14 sont écartées. Selon Écho du pays, qui parle d'importantes recommandations pour une sortie de crise au Togo, 3 leçons sont à tirer pour les acteurs politiques. 1. En cas de mésentente criarde, l'arbitre reste le peuple souverain. 2. Seul un consensus raisonnable peut mettre fin à tout conflit. 3. C'est ensemble que les Togolais peuvent construire un destin commun et pour le faire, il faut dialoguer. Les législatives le 20 décembre prochain, limitation du mandat présidentiel à 2 et élection à 2 tours, amélioration du cadre électoral, recomposition de la Cour constitutionnelle, voilà le reliquat du sommet de la CEDEAO pour le Togo, comme le relève Dunia Le Monde. Une feuille de route favorablement accueillie par le gouvernement et saluée par le président de Obu, comme le précise le journal. Selon la dépêche, la feuille de route de la CEDEAO est la première victoire du peuple togolais. Liberté parle des insuffisances de l'ordonnance de la CEDEAO et se dit insatisfait par la feuille de route, les réformes politiques et électorales. Vote de la diaspora législative le 20 décembre 2018. C'est l'essentiel des décisions de la CEDEAO, selon le journal, qui les trouve insatisfaisantes. Et le journal de se demander s'il entend vers une autre crise dans la crise, puisque, dit-il, la coalition de l'opposition reste sur sa soif. En tout cas, Libération trouve que les acteurs politiques togolais sont désormais face à leurs responsabilités au vu et au su des recommandations de la CEDEAO. Le Perroquet trouve que ces recommandations de la CEDEAO sont creuses et risquent d'enfoncer davantage le Togo dans le gouffre. Le journal continue par réclamer le départ de Fogna Singbe en 2020. Tout le monde est servi dans la feuille de route du Togo, fait observer l'Union pour la patrie. Selon la voix du peuple, la CEDEAO vient de siffler la fin du match en invitant les Togolais aux urnes le 20 décembre prochain pour les législatives et les locales. Est-ce la fin du statu quo, s'interroge Temps Nouveau, qui demande de ne pas faire subir le sort de l'accord politique global aux recommandations de la CEDEAO. Selon l'éveil de la nation, les législatives prévues pour le 20 décembre donnent déjà des nuits cauchemardesques à la C14. Selon l'humanité, enfin, qui semble donner conseil à la C14, il est temps d'abandonner la rue pour la voie de la raison. C'était le tout premier évangile, sinon le premier évangile, puisqu'il y en a seulement 2. Un évangile assez long, l'actualité oblige. Et à présent, disons l'homélie. Un homélie qu'on va dire à 3, avec 2 co-célébrants. Des personnes, deux co-célébrants. Des personnes que vous allez découvrir. Je commence par la gauche. C'est le prêtre. Sinon, le père Firmin Teko Agbo, il est prêtre, tout simplement. Il est là pour dire la messe. Oui, exactement. De côté, nous avons le révérend père Dikodo Dimas. Il est le curé de la paroisse Forum de la semaine. Bienvenue, mon révérend. Merci Eric. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui nous voient, à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent.
Les enfants de cœur sont Foli Kani, Alexandre Tchalim et de l'autre côté Nyon Makaka qui vont m'aider donc à célébrer cette messe. Merci. Vous avez suivi le premier évangile, chers invités. Je demande à tous les téléspectateurs d'ailleurs de se joindre à moi pour vous souhaiter d'abord une confraternelle et surtout patriotique bienvenue sur ce plateau qui s'honore de vous accueillir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Très bien. Alors, allons maintenant découvrir les différents chapitres de notre évangile. Qu'est-ce qui explique cette avalanche de sommets d'abord sur la terre de nos aïeux, comme certains journaux l'ont relevé et comme je l'ai dit un peu plus haut, en 2 jours, Lomé, la capitale du Togo, notre capitale, a accueilli 3 sommets. Qu'est-ce qui explique cette avalanche, cet engouement pour Lomé, pour les conférences? Non, mais tout le mérite est à Fort Gnassingbé. C'est son initiative personnelle, c'est son invention, si je peux dire ainsi, et il faut le féliciter puisqu'il a réussi. En aucun moment, vous n'allez entendre un pays organiser 2 sommets à la fois. Et donc, lui, il a réussi à organiser 3 à la fois. Entre-temps, il y avait eu aussi des réunions cumulées comme cela entre des ministres. Et ici, c'est entre les chefs d'État, c'est au plus haut niveau. Et donc, c'est la toute première fois que ça se passe. 3 sommets à la fois avec des décisions très importantes saluées par les Nations Unies et tout le Conseil de la communauté internationale. Et donc, je pense que c'est son œuvre, c'est sa réalisation, c'est son invention. Et ça ne m'étonne pas simplement parce que depuis un certain temps, ou bien depuis son arrivée au pouvoir, il ne fait que dans les inédits. Vous avez vu même le sommet qui n'a pas pu tenir, sommet Israël. Afrique. Vous avez vu que c'est la première fois qu'un pareil sommet devait tenir. Vous vous rappelez du sommet qui s'est bien déroulé et qui a ouvert d'ailleurs le balai international au plus haut niveau, le sommet sur la sécurité maritime. Et voilà, c'est ces 3 sommets de la semaine passée qui démontrent que réellement il ne faut pas venir surfer dans ce qui est déjà fait, mais il faut apporter un plus quand on est chef d'État et quand on est leader. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Ce serait un échec qu'il va apporter aussi le chapeau d'échec, mais pratiquement c'est une réussite parfaite. Il faut à tout seigneur, tout honneur lui tirer chapeau bas. Firmin, votre avis me plaît là-dessus également. Le Togo, on dirait, est devenu le point de rencontre des grandes réunions. Et la preuve, en 2 jours, 3 grandes réunions, ou 3 grands sommets. Moi, je voudrais faire observer 2 choses pour aller dans le même sens que Dimas Dukodo. La première chose, c'est relative à la forme. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui arrivent. 3 grands sommets. Ça veut dire qu'on a tout d'abord confiance en vous. Vous avez la capacité d'organiser. Vous êtes un petit pays, mais vous avez la capacité d'organiser. Ça veut dire, avant qu'on accueille les chefs d'État, les diplomates, les grands de ce monde, vous devez avoir une certaine capacité sur le plan sécuritaire, une certaine capacité sur le plan gastronomique. Parce que ce sont des hommes d'État qui vont venir. Leur sécurité, ce qu'ils vont manger, c'est de votre responsabilité. Parce qu'ils ne vont pas se déplacer avec leur nourriture. Quand ils viennent ici, ils passent des heures ici, l'eau qu'ils boivent. Il y a tout ça. Il faut regarder au niveau des infrastructures. Vous devez avoir la capacité de pouvoir les loger, assurer leur sécurité, leur aller et retour, la logistique, tout ça là. On a remarqué à un moment donné que le Togo en est capable. Et c'est ce que nous avons essayé de démontrer. Moi, j'ai jamais, pour le moment, depuis que je suis entré dans le journalisme, j'ai jamais vu un pays organiser 3 sommets. Ça veut dire que vous avez une certaine capacité. Sur ce point, le Togo a évolué. Le Togo a considérablement évolué. Qu'on ne nous trompe pas, le Togo a évolué. Il y a de cela 10 ans,
on ne peut pas abriter même ne serait-ce qu'une petite réunion de l'Union monétaire ouest-africaine. Le Togo a évolué sur le plan diplomatique. Et j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a des quoi qu'on puisse lui reprocher, a fait quelque chose d'extraordinaire. Un, il a construit une armée forte, disciplinée, professionnelle, dont on a besoin aujourd'hui sur tout le continent. Deux, il a donné une certaine image au Togo sur le plan international. Ça s'appelle l'animation politique dans le temps, hein, quand il y avait de telles grandes rencontres. Exactement. Donc, c'est du beau, en fait. On peut se quereller à l'intérieur, mais à l'extérieur, les gens ont besoin de nous. On est extraordinaire sur le plan international. La deuxième chose, qui est le fond, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui discuter de la sécurité sans le Togo. Ouais. On ne peut pas aujourd'hui discuter du terrorisme sans le Togo. N'oubliez pas qu'il y avait une force F2M, une force multinationale mixte qui a été mise en place pour lutter contre le terrorisme. Cette force n'a jamais fonctionné. Mais c'était une force qui devait lutter contre le terrorisme dans toute l'Afrique. Mais il n'y a pas longtemps, on a mis en place une autre force, le G5 Sahel, qui est en Afrique de l'Ouest, dans la région CEDEAO. Et je l'ai toujours dit, quand vous voyez géographiquement ces 5 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, quelque part, ils sont assis sur le Togo géographiquement. C'est le pilier géographique de ces pays, c'est le Togo. Donc ces pays ne peuvent pas parler de terrorisme sans le Togo. Et c'est pour ça que les chefs d'État font tout et tout pour que la sécurité, la stabilité soit maintenue ici. Parce que quand le Togo va sombrer, toute la région va en pâtir. Va s'écrouler. Et donc, étant donné que Faure Gnassingbé, il est le président de la zone, et on voit qu'il fait des efforts extraordinaires dans ce sens. Vous voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso entre-temps. Mais on ne va pas me dire que le Togo n'a pas aidé pour le renforcement de la sécurité au niveau du Burkina Faso. Donc on voit que en un an, le monsieur, il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Moi je critique Faure Gnassingbé. Je le dis toujours que c'est un président qui contrôle tout. Mais sur le plan international, en un an, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Sur le plan Guinée-Bissau, il est intervenu de la façon la plus parfaite. Sur le plan élection de George Weah au Libéria, il est intervenu avec élégance. Donc, on voit que depuis que ce monsieur est là, à la tête de la CEDEAO, des choses se passent de la façon la plus extraordinaire sur le plan sécuritaire. Et maintenant, la CEAC, à leur niveau, qu'est-ce qu'ils disent de la sécurité? Faure Gnassingbé est le président du Conseil de paix, le président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Est-ce que cette zone-là peut parler de terrorisme sans Faure Gnassingbé, qui est le président ou le patron de la CEDEAO? Il a été jugé digne, utile, intéressant de mettre ensemble l'expérience de la région ouest-africaine et l'expérience de la région CEAC. Très bien. Doyen Dimas, comment expliquez-vous jamais nous tous nous parlons de l'Union africaine, comment les États peuvent se mettre ensemble pour réellement parler d'une seule voix, mais personne n'a pensé à faire juger ensemble deux entités et qui règnent sur, bon, en tout cas qui réglementent la fédération. Comment je peux dire, l'union, va dans deux, qui font fédérer les pays pour pouvoir parler réellement de l'union d'une seule voix dans ces différentes régions. Alors on a vu l'Afrique de l'Ouest qui est un exemple réussi d'intégration, du moins réussi qui a la moyenne, parce que ce qui se passe, c'est l'organisation la plus, la plus sur le continent, c'est l'organisation qui a plus réussi son intégration. Et on voit que ajouter à ce qui se passe en Afrique centrale, et les premières décisions sont prises. Les présidents comme Ali Bongo appellent pour aller au-delà de ce qui est pris à Lomé comme décision, pour prendre encore d'autres décisions ensemble, mutualiser. Et c'est l'Union africaine qui commence par fonctionner comme telle. Et vous voyez que pour la naissance de la CEDEAO, ça a commencé très tôt au Togo. D'ailleurs, avec Sylvanus Olympio, ceux qui ont rédigé et les statuts de la CEDEAO, du moins les premiers G, la conception de l'idée et de l'Union africaine, toute l'histoire dit que le statut de l'Union africaine a été rédigé à Lomé par Sylvanus Olympio. Et donc,
ces concepteurs de l'unité ou de l'unicité de l'Afrique, on a vu que ces germes ont commencé par le Togo, avec la CEDEAO et le rôle important que le Togo a joué dans la mise sur pied de l'Union africaine. Et le Togo devait même abriter le siège de l'Union africaine. Les travaux devaient commencer en octobre au Togo et en septembre 1963. Oui, non, pas 1963. Je parle de 5 octobre. 90 Oui, c'est là où on devait construire, puisque c'est le Togo qui avait abrité le dernier sommet de l'OUA au Togo, avec la naissance de l'Union africaine. Et donc le siège de l'Union africaine devait être au Togo, et malheureusement, en octobre, ça devait se passer comment on l'appelle, c'était le mois, en tout cas un mois avant, le 5 octobre. C'est 5 octobre de quelle année où il y a eu les troubles au Togo? C'est 90. Oui, voilà, c'est 90. Je mélange un peu avec la fatigue, les dates. 5 octobre 90. Et donc, en septembre 90, les travaux du siège de l'Union africaine devaient commencer à Lomé. Et en octobre, ça et en septembre, il y a eu des troubles. Ce qui fait que l'Éthiopie a repris. Et puis, tout a commencé par là. Mais, vous avez vu que du moins c'est la naissance de la CEDEAO. Alors, dans une chanson où tout le monde dit il y a des mains des sous-sous, Jovakpo Nigeria, Nigeria, Dasiredi, Otokpo Africa du Kolo, CEDEAO. Donc, vous avez encore une mémoire. Oui, on parlait de ça. Veut dire que l'idée venait du Togo. Et on a vu avec le Grand Nigeria, tout est parti. Et bien là, vous allez voir l'idée de l'union entre la CEDEAO et la CEAC germe au Togo. Et donc c'est quelque chose de formidable. Tout cela pour dire que les faibles commencements du Togo qui s'est passé à Lomé ne doit pas être méprisé comme la Bible dit. Ne méprisez pas les faibles commencements. Voilà, c'est toute une longue histoire de la CEDEAO que même 5 heures ne nous suffiraient pas à relater, mais quelque chose me vient en tête par rapport à cela. Avec tout ce que vous venez de dire, comment expliquez-vous le fait que certains qui ont la chance quand même d'aller hors de nos frontières n'ont pas bien envie de vendre cher la peau du Togo à l'extérieur, malgré tout ce que vous venez de dire de beau, et que les autres sont venus découvrir un Togo où il y a la paix, ou du moins qui inspire confiance, mais malgré ça, certains Togolais, une fois hors de la frontière, n'ont pas tendance à vendre cher la peau du Togo. Comment expliquez-vous cela? Une chose est sûre, tout le monde ne peut pas parler de la même voix. Mais le patriotisme oblige, nous ne devons pas quand même dénigrer notre pays à l'extérieur. Mais ceux qui le font simplement par des intérêts politiques. C'est des intérêts politiques qui poussent certains. Bon, alors, si vous quittez le plan politique, vous allez voir que tous ceux qui interviennent concernant le Togo ne dénigre pas le Togo. Il y a du sérieux au niveau de notre passeport, il y a du sérieux au niveau du travail, il y a du sérieux dans tout ce que nous faisons. Alors, car au niveau du travail, quand nous allons dans un pays et on confronte le travail d'un Togolais à un autre, on félicite le Togolais. Et donc, pour dire que si ce n'est pas pour des raisons politiques, tous ceux qui parlent du Togo étant togolais ne parlent que du Togo en bien. Très bien. Venons-en à la feuille de route. Il n'a pas intervenu. Non, c'est bien. Qu'est-ce que moi je peux encore ajouter? Ce que je peux ajouter est très minime. Quand vous voyez les Occidentaux, au-delà de leur querelle, ils se disent, par exemple, quand vous voyez les Français, ils disent que la France rayonne partout dans le monde, que ce soit opposition au pouvoir. Quand Trump lui est arrivé, il dit to make America great again. Et quand vous voyez les Américains qui sont ici, vous n'allez jamais voir un Américain mal parler de son pays. Non, c'est pas possible. En France, quand vous voyez les Français que nous rencontrons ici régulièrement, tous les jours, aucun Français ne parlera mal de son pays. Mais les Togolais, des fois je me pose beaucoup de questions. Peut-être ça, une origine qu'on n'arrive toujours pas à maîtriser. Parce que c'est extraordinaire. La manière dont on dénigre notre pays à l'extérieur. La conclusion à laquelle je suis parvenu durant cette crise, c'est comme
il y a peu de Togolais qui aiment leur pays. Et pourquoi? Je me dis qu'il y a beaucoup de Togolais qui aiment leur pays, mais peu le dénigrent à l'extérieur. Très bien. Ils ne sont pas majoritaires. Ceux qui parlent vrai. mal du Togo ne sont pas majoritaires, pas du tout. D'accord. Beaucoup aiment ce pays et je pense que toi, tu as toutes les occasions de quitter ce pays, mais tu ne l'as pas fait. Mais ça veut dire que tu aimes ce pays. Très bien. Merci. Alors, venons-en à la feuille de route pour le Togo qui a plus retenu l'attention de nos confrères, y compris vous qui êtes sur ce plateau. Quel est selon vous l'enjeu de cette feuille de route que la CEDEAO a communiqué le 31 juillet, que les Togolais attendaient impatiemment depuis très longtemps. L'enjeu, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette feuille de route ou sur cette feuille de route? Pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout d'abord, moi, le premier sentiment que moi j'ai eu, c'est que c'est un sentiment de tristesse. J'étais triste la nuit là, j'ai eu de l'insomnie. Parce que après avoir fait tout ça là, et c'est ce qu'on obtient comme résultat. En septembre, on pouvait régler ce que la CEDEAO est en train de nous dire aujourd'hui. On pouvait régler ça entre nous. Depuis le 5 septembre. Donc, les gens sont aujourd'hui en prison pour rien. Les Asiba, les... citer tout ça. Oui, la plupart, ceux qui sont en prison aujourd'hui, qui ont été détenus dans le cadre de ces manifestations-là, organisées par l'opposition, sont en prison pour rien. Je ne parle pas du fond de leur dossier, mais ils sont en prison pour rien. Donc, des gens sont morts pour rien. Les gens sont blessés pour rien. Les gens ont perdu leur petit commerce pour rien. Le Togo a perdu plus de 100 millions en 5 mois pour rien. Du tout. Donc, je me demande où est-ce que nous sommes en train d'aller. Où est-ce que les politiciens sont en train de nous amener. Où est-ce que Fonya Singbe et ses opposants, SES, sont en train de nous amener. C'est extraordinaire. Parce que après l'opposition, entre-temps, je reviens un peu dans les faits, entre-temps, en septembre, le gouvernement a eu peur. Le gouvernement a tremblé. Et le gouvernement a envoyé un avant-projet de loi. L'opposition pouvait saisir ça. Parce que c'est ça. Ce qui est inscrit ou dans l'avant-projet de loi, c'est ce qui est inscrit aujourd'hui sur la feuille de route de la CEDEAO. Mandat présidentiel, limitation de scrutin uninominal à 2 tours. C'était... Mais entre-temps, le gouvernement... Et la poursuite du dialogue. Et la poursuite du dialogue. Regardez. Et ça continuait jusqu'en septembre. Après, le gouvernement, le Premier ministre s'est invité dans la crise. Il dit, il appelle les opposants, venez, on va se consulter. Les opposants disent, non, on ne peut pas discuter avec vous. On pouvait discuter et régler ce problème-là. Après, on dit, non, on veut dialogue. Le gouvernement dit, on va parler entre nous, on va parler entre nous. On dit, non, on veut un médiateur. La CEDEAO même va venir. Et d'autres qui disent, la CEDEAO va déloger Fonya Singbe. On a fait dialogue. Les opposants disent, on veut dialogue. Ils ont demandé dialogue. On leur a envoyé à Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, après Alpha Condé est arrivé. Donc, après tout ça là, c'est ce qu'on nous sert. La conclusion la plus simple à laquelle moi je parviens, c'est que nous n'avons pas... Écoutez, c'est du temps perdu. Non, c'est même pas du temps perdu. Nous n'avons pas d'opposition au Togo. Nous n'avons pas des hommes d'État responsables, capables de comprendre les enjeux politiques. D'accord. Dimas, votre avis me plaira et me plaît beaucoup là-dessus. Lui trouve que vraiment c'est du temps perdu pour rien, que, comme l'a dit un journal, que la CEDEAO, ou du moins ça n'a accouché que d'une souris. Vous, quel est l'enjeu, selon vous, de cette feuille de route? Non, moi je ne pense pas que c'est une souris qui est sortie. Ce qui est sorti, c'est quelque chose d'important, de fondamental, sauf que c'est ce qui est toujours dit et c'est ce qui a été envoyé au Parlement par le gouvernement togolais. C'est quelque chose d'important parce que c'est la quintessence même de la réforme dont voulaient ses opposants, du moins ceux qui revendiquent les choses aujourd'hui. Et quand la CEDEAO essaie de servir cela, la CEDEAO ne fait que confirmer ce qui doit être fait, ce qui est démocratique, ce qui respecte les tests, ceux qui respectent la démocratie, du moins les normes démocratiques universellement parlant. Voilà. Et donc c'est ce qui peut être fait. Et c'est ce qui est fait. Sauf que cela a déjà été proposé. Mais on a voulu plutôt suivre un fuyard. Quelqu'un qui est venu, il a fait bouger les choses d'une manière ou d'une autre, mais qui a un agenda caché dont il n'a pas les moyens
pour l'accomplir. Et cet agenda caché, c'est quoi? C'est de chasser Faure Gnassingbé par la rue. C'est de venir par la force, par la violence, chasser le gouvernement en place et mettre sur pied un gouvernement. Et c'est pour cela que vous allez voir que il aurait pu, si c'est des idéaux démocratiques réels qu'il voulait, il aurait pu accepter tout ce qui a été proposé par le gouvernement. Alors, ce serait à son actif. Hein? Ce serait vraiment... Tout le monde va dire au Togo que, ben, écoutez, c'est Achadam qui a fait qu'on a pu obtenir telle réforme. Parce que c'est au lendemain des manifestations qu'il a organisées que le gouvernement a dû rapidement interrompre les consultations qui se faisaient au niveau des lacs, à l'étape des lacs, et dire que non, on va proposer un projet de loi qu'on va envoyer à l'Assemblée nationale, et si c'est adopté, tout serait... Mais tout le monde est étonné quand il dit non, c'est trop tard. C'est trop tard, il n'a qu'à partir. Ah non. On lui pose la question, mais comment il va organiser la transition? Et non, il a dit qu'il a beaucoup de Togolais qui sont capables d'assumer la présidence. Et donc, il a fui. Il ramasse ses clics et ses claques, il prend toute sa famille, il s'en va amener d'Ambrois Rafo dans le Ghana, à Tétima. Il les installe là-bas, et lui-même il reste là-bas, il fait le tour, puisque celui qui l'a entre-temps bien financé et qui l'a poussé dans ces voies-là est très ami à J.D. Rawlings. Et donc on lui fout quelques gars du corps qui essaient de surveiller ses va-et-vient. Et puis il est dans le bras, entre le bras Hafo et le Great Accra, et il tourne là-bas et il trouve son génial trouvaille. Et ça, génial trouvaille plutôt, c'est des messages par WhatsApp. Togolais. Alors ce fuyard-là, qui lance quelque chose et qui fuit, et qui ne peut même pas rester dans ce pays, il n'est même pas menacé. Qui dit que Achadam a été menacé au Togo? Qui l'a menacé? En tout cas, où est-ce qu'il a dit ça? Moi, j'ai jamais lu ça sur... dans un posting, mais qu'on dise que telle personne menace Achadam, telle jouet, telle manière. Non. On nous a dit qu'il y a des voitures militaires qui ont fait le tour autour de sa maison et puis il a fui. Ça suffit pour fuir. Mais on a vu quand même Jean-Pierre Fabre à plusieurs reprises. Sa maison a été entourée de chars là, dans ce pays-là. Quand même, nous avions frôlé la mort. On a essayé de nous tuer. On vivait des menaces. Mais on prend le téléphone, on t'appelle, on dit écoutez, nous savons là où tu es. Ça dit qu'on sait en même temps que tu es dans les locaux de TV2. Là, nous savons là où tu es et tu as signé ton arrêt de mort, tu vas mourir. Mais tu es là. Mais on est là. Mais lui, il organise une simple manifestation et il fuit. Et c'est celui-là que tout le monde suit. C'est celui-là que tout le monde suivait. Mais écoutez, c'est ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté tout ça. C'est pour ça qu'ils pensaient que Achadam serait le grand comte de Monte Cristo qui va arriver. Il va venir prendre celui qui a assujetti le peuple togolais. Alors Faure Gnassingbé, c'est ça, c'est lui le grand dictateur, avec un régime qui est là depuis plus de 50 ans, qui martyrise les Togolais. Alors là, Achadam va venir un jour les sauver. Et Achadam est là. Achadam est là jusqu'à ce que le... Alors que son plan B, c'est quoi? Grand frère Fabre vient prendre la relève. C'est ça le plan B. C'est ça le plan B d'Achadam. Quand il est venu organiser des violences, des attaques partout, on a vu des violences basées sur l'ethnie et sur la religion. Il se retire et son plan B, maintenant, c'est grand frère Fabre vient prendre la relève. Et quand Fabre vient, c'est lui qui essaie toujours d'une manière ou d'une autre de contrôler les choses, de venir imposer des choses, de dire que aujourd'hui c'est vendredi. Et donc c'est un jour et donc on ne peut pas faire de manifestation. Alors patati patata, on a fait des choses et il va se cacher. Et jusqu'aujourd'hui il est caché. Il est caché au Ghana. Et c'est lui là que tout le monde suit. En tout cas, c'est là, ce beau monde d'opposants. Fabre qui fait la politique depuis des années, qui a résisté quand même à certains assauts, et tout ça là montre sa fébrilité devant Achadam qui non mais c'est vraiment ahurissant. Et c'est ce qui fait que on est tenté de dire, et donc tout ça pour ça. Et donc Achadam est incapable de chasser Faure Gnassingbé.
Donc Atchadame est incapable de venir installer la démocratie qui n'existait pas au Togo. Et donc c'est lui qui devait la porter. Et voilà. Et voilà, c'est là où nous en sommes. Et maintenant, on accepte. Faut-il accepter? Ne faut-il pas accepter? Oh non, il y a plutôt une déclaration cachée que Gilbert Bahora et autres ont caché. Et Robert Doucet a falsifié quelque chose qui est venu lire. Comme le ridicule ne tue pas, on veut servir le ridicule aux gens, étant donné qu'on se vautre dans le ridicule. Et on veut... Non, moi je pense qu'il est temps qu'on prenne les Togolais au sérieux. Très bien, je vais vous faire laisser respirer un peu. Je vais me tourner vers Firmin. Elle, au vu de tout ça, quel sort peut être réservé à cette feuille de route si l'on s'en tient surtout aux commentaires des uns et des autres, commentaires qui font état quand même du fait que certains ne seraient pas d'accord avec la feuille de route. Bon, attendez. Comment les gens vont plus être d'accord avec la feuille de route, avec leur échec si cuisant? Comment ils vont pas être d'accord avec la feuille de route? Moi, ce que je dis ou ce que je proposerais au gouvernement, c'est que si le chef de l'État, il veut faire les réformes, qu'il mette en place un forum. C'est-à-dire, on crée une rencontre peut-être d'une semaine ou 2 semaines. Tout ce dont on a besoin pour les réformes, on les a déjà. Il y a les conclusions du H-Kroon qui ont déjà parlé des réformes. On a les recommandations de la CVJR. On a la commission Awanana qui a travaillé sur les réformes politiques. On aurait même appris qu'il y aurait un projet constitutionnel dans les coulisses. Il y a tout ça. Il y a le CPDC renouvelé, le CPDC, le dialogue Togo Télécom. Il y a tout ça. Il y a tout ça et tu demandes encore un forum. Non, qu'est-ce que je voudrais dire? Non, je voudrais juste... on crée une rencontre. Pour essayer de fondre tout. Voilà, on met tout ensemble. On met tous ensemble, on harmonise et on sort un document unique. Un texte qu'on soumet à l'approbation du peuple. Et puis c'est fini. Et qu'on organise les élections. Parce que quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse dire, le pouvoir va organiser les élections. L'État va fonctionner. Que les gens restent de l'État, l'État va continuer à fonctionner. Parce que ceux qui sont au pouvoir, nous sommes en démocratie. Quand on parle de démocratie, c'est l'élection. Qu'est-ce qui légitime les tenants du pouvoir? Ce sont les élections. Donc, c'est le pouvoir qui a des comptes à rendre. Donc le pouvoir, avec tous ces efforts qu'il est en train de faire aujourd'hui, il ne va jamais accepter que certains opposants viennent bloquer le fonctionnement de l'État. Donc on va organiser des élections. Qui était visé effectivement. Oui, donc... bloquer le fonctionnement de l'État. Oui, justement, quelle chance pour cette feuille de route? Je pense que la voie que Firmin propose, c'est une belle voie. Mais en même temps, on dira que, alors là, on veut violer l'esprit, du moins si ce n'est pas tout à fait la lettre, l'esprit de l'accord qui voudrait d'ailleurs qu'on tente d'abord les réformes par voie parlementaire d'abord avant d'aller à la consultation populaire. Je pense que tout ce qui est fait comme projet de loi qui était envoyé devait être renvoyé encore à l'Assemblée nationale. Et on verra ceux qui vont refuser de voter ça. Si les opposants vont refuser de voter ça. Parce que UNI seul n'a pas la majorité qualifiée pour voter. Les 4/5e. Mais si eux ils refusent, ça veut dire que UNI, la majorité d'UNI ne peut pas faire passer la loi. Et donc on est obligé de passer par la consultation populaire. Si c'est ce qu'ils veulent, bon. Mais moi, je voudrais que sincèrement qu'on n'essaie pas d'enlever la partie qui limitait les mandats pour les maires et les députés. Il faudrait que, quels que soient les cas, que ça soit maintenu. Et pour que certains ne pensent pas qu'ils sont députés à vie. Ceux qui pensent qu'on ne doit pas être président de la République à vie doivent savoir que... Mais la feuille de route n'a pas précisé. La feuille de route a parlé des réformes. Elle ne peut pas citer point par point. Et comme ça, c'est des fondamentaux de la démocratie. Bon, comme on le dit, mais pour moi, ce n'est pas les fondamentaux parce que ceux qui... ont conçu la démocratie, ne nous ont jamais parlé de limitation de mandat comme fondamental de la démocratie. Ils ont dit que pour éviter qu'on en abuse, il faut la séparation. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Des dispositions, des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ils n'ont pas dit qu'il faut limiter les mandats ou faire quoi que ce soit. Mais c'est des nouveaux concepts. Et ces concepts sont tellement ancrés dans la tête des gens que les gens ne pensent pas que c'est des ossements secs qu'on est en train de jeter vers nous. Et que en se tiraillant là-dessus, on pouvait perdre l'essentiel. Parce que si vous voyez ceux qui parlent de limitation de mandat, ceux qui l'ont bien conçu,
et ça réussit chez eux avec incidence positive sur leur économie, c'est des gens qui, à un niveau donné, ont laissé libre cours au mandat. Et si vous prenez l'Allemagne par exemple, ben, alors au niveau de l'orateur de Chrysanthème, qui est un président qui est là, qui ne gouverne pas, qui ne fait absolument rien au niveau de la gouvernance, le mandat est limité, mais au niveau de la chancellerie, ceux qui tiennent les rênes, les rênes de la gouvernance du pays, ben, ce n'est pas limité. Angela Merkel est au 4e mandat. On va nous dire que c'est ceci et cela. Mais la réalité, c'est que c'est à ce niveau qu'on gouverne le pays. Et on a vu que, si vous voyez l'économie de l'Allemagne, c'est l'économie la plus forte de l'Europe. Alors, si vous revenez en Afrique, vous allez voir 2 pays qui peuvent exporter leurs biens, leurs richesses, et qui le font d'ailleurs. C'est des pays qui ne pratiquent pas l'alternance. Si vous prenez le Maroc, le Maroc, c'est une royauté, c'est un royaume, mais qui essaie d'exporter aujourd'hui. Le Maroc est venu acheter toutes nos banques ici. Le Maroc a acheté nos télécommunications. Et ce n'est pas uniquement au Togo, c'est un peu partout en Afrique. Ils sont dans tous les domaines. Est-ce que c'est l'alternance qui est là-bas? C'est une question d'organisation de la société. Vous prenez le Rwanda. Aujourd'hui, l'Occident laisse un peu, compte tenu de l'histoire du Rwanda, la main libre aux dirigeants du Rwanda de gouverner et de diriger ce pays. On a vu le progrès qui se fait. Alors, malgré tout, chez nous ici, malgré les entraves, on voit ce qui se passe. Et donc, je ne pense pas que c'est la limitation de mandat comme des gens l'incrustent dans la tête qui est fondamentale pour la démocratie. La démocratie, c'est ailleurs. La démocratie, c'est comment faire réellement pour qu'on pratique, on respecte les textes qui dirigent qui régissent notre société et que par la force des choses, par des dispositions. Le pouvoir arrête le pouvoir. Comme en aucun cas, tout comme en aucun cas, il y a un mot de la feuille de route qui fait polémique aujourd'hui, c'est possible vote de la diaspora, qui fait l'objet de plusieurs interprétations. Non, ça je l'ai déjà expliqué sur certaines chaînes. Le vote de la diaspora, je pense que la CEDEAO même a été claire qu'on arrive à trouver des dispositions pour pouvoir en arriver là. Mais le vote de la diaspora, pour le moment, techniquement, c'est pas possible. Il ne faut pas se tromper. C'est très difficile. C'est pas possible. Mais la coalition a déjà. Oui, pourquoi ça va venir, il faut s'organiser pour qu'on en arrive. Oui, parce que c'est ce qu'il demandait. Mais ce n'est pas possible. Je m'explique. Et de la façon la plus simple. Vous savez, demain, lundi, allez au ministère de la Justice et vous demandez la liste des Togolais qui ont renoncé à leur nationalité. Il y a des milliers de Togolais qui renoncent à leur nationalité quotidiennement. Sous Tchalim, sous Kokutozum, paix à son âme, qui était ministre de la Justice, c'est des milliers, plus de 6 000 Togolais qui ont renoncé à leur nationalité. Et quand vous renoncez à votre nationalité, vous ne pourrez plus voter. Donc si on organise, un exemple très simple, si on organise le vote de la diaspora aujourd'hui, peut-être nous sommes à Paris, où il y a l'ambassade du Togo. Tout le monde, ceux-là qui doivent voter, doivent être des Togolais. Donc tous ceux-là qui manifestent sur WhatsApp et autres ne pourront pas voter parce que ce ne sont pas des Togolais. Ah mais c'est pas un problème. Est-ce qu'ils ont compris Non, c'est pas un problème. Non, c'est que... Puisque avant d'aller voter, il doit avoir un recensement. Et pour se faire recenser, tu apportes une pièce d'identité. Et cette pièce d'identité peut être le passeport ou le laissez-passer ou la carte du consulat. Alors, tu as renoncé à ta nationalité, tu rends ton passeport. C'est effectif. Et donc, ce qu'il y a, c'est que les gens se trompent. Quand il va avoir le vote de la diaspora, ce n'est pas acquis que ça va avantager l'opposition. Parce que la plupart de ceux qui manifestent ont renoncé pour la plupart à leur nationalité. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème se pose à la capacité d'organiser des recensements rapidement, de cibler le nombre de députés d'abord, les pôles, les circonscriptions de la diaspora électorale, les circonscriptions électorales de la diaspora, et voir dans quel pays, combien de nombre peuvent voter. Alors, à quel niveau on peut avoir tel nombre de citoyens pour pouvoir ouvrir un bureau de vote là-bas. Et donc, tout ça, c'est des problèmes techniques. Élargir la CENI de façon à ce que la CENI peut vous fédérer tout cela, à prendre en compte le vote de la diaspora. Et donc, le fichier électoral se verra encore s'élargir. Et il y a beaucoup de travail technique à faire là-dessus. Et donc, je me dis que ce n'est pas le renoncement de nationalité qui pose problème, mais il y a beaucoup de travail technique qui devait se faire avant qu'on en arrive là.
est-ce qu'on peut le faire avant les... Je doute. Et puis moi, j'ajoute aussi le problème de moyens, le temps matériel. Ouais, le temps matériel. Et les moyens, les moyens financiers. Pour pouvoir le faire. Oui, pour pouvoir le faire au niveau de l'État et au niveau même des éventuels votants. Vous imaginez qu'on organise le vote de la diaspora à Paris, est-ce que celui-là qui est à Bordeaux ou est-ce qu'il pourrait venir le même jour? Regardez par exemple, ça va être tellement difficile. Et moi je le dis pour conclure que si on organise le vote de la diaspora même aujourd'hui, celui à qui ça va plus profiter c'est le pouvoir. Après on va dire oui on va frauder alors que les choses sont facilement au pouvoir. En Europe même ou bien dans les pays occidentaux là, on pouvait dire qu'ils sont un peu organisés, il y aura un peu une expertise plus poussée pour ceux qui sont là-bas dans l'organisation. Quand bien même tout sera coordonné par ici. Mais regarde, quand on parle réellement de la diaspora, c'est en Afrique où il y a plus de Togolais. Vous allez au Ghana, il y a beaucoup de Togolais là-bas. Vous allez au Bénin, il y a beaucoup de Togolais là-bas. Vous allez au Burkina, au Mali, Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud. Comment organiser le vote à ce niveau-là? Comment organiser le vote à ce niveau-là? C'est ça. Donc, est-ce que ça peut se faire? Bon, nous ne sommes pas à la CENI, hein. Peut-être ils ont des moyens, l'expertise qu'il faut, mais pour le moment, nous pensons que c'est extrêmement difficile. Merci beaucoup. Je crois que les lumières sont jetées et à chacun ses analyses. Pour la suite, nous, on attend le 20 décembre pour tout simplement constater et venir vous raconter. Également, le dernier chapitre au programme de cet évangile et qui a également intéressé les confrères est le transfert de reine de la CEDEAO par Faure Eswatini Gnassingbé à Muhammadu Buhari du Nigeria. Qu'en dites-vous, surtout en ce qui concerne le bilan de Faure parti et les défis pour Buhari entrant? Voilà. Oui, le bilan a été largement positif, ça tout le monde l'a dit. Les gens pensaient que Faure Gnassingbé c'est l'homme à s'accrocher à ses comment je peux dire, à ses privilèges de président de tel, de président de tel. Vous l'avez vu, quand il assumait la présidence de l'UEMOA, quand il a terminé son mandat, il y a des délégations qui ont défilé à Lomé pour lui demander de remplir à nouveau. Il a refusé. Ici, ce n'est pas l'occasion qui manquait. Il pouvait le faire. Tous les autres ont rempli deux mandats. Il n'a pas fait et il a dit qu'il n'est pas demandeur. Quand les gens supputaient, faisaient tout, il a dit je ne suis pas demandeur. Et c'est plutôt entre les anglophones que ça avait chauffé avec le Ghana et le Nigeria, où on a dit que puisque c'est le tour d'un pays anglophone, et donc le Libéria venait d'arriver, George Weah venait d'arriver, et donc tout s'était concentré entre le Ghana et le Nigeria. On a vu que le président ghanéen a quitté même avant la fête, parce que la bataille était un peu rude entre lui et Buhari. On était là, quand il partait, il était arrivé à l'entrée, le député se lisait pratiquement devant ses yeux, il appelait un de ses collègues là-bas, un de ses collaborateurs, il dit it's time to go, et puis il est parti. Alors, Buhari, fatigué, Buhari en période électorale, veut coûte que coûte s'accrocher, veut coûte que coûte avoir ce privilège d'encore. Bon, quel sera le défi à relever? C'est le défi du terrorisme. C'est le défi du terrorisme. Le premier défi dont il va faire face, c'est le défi du terrorisme. Ceux qui pensent que Buhari va arriver là-bas et qu'il va venir intimer l'ordre à Faure Gnassingbé, tu dois quitter le pouvoir, tu ne peux pas te présenter en 2020, se trompe. Et donc, il va passer premièrement à son pays. Et ce qui secoue l'organisation régionale, c'est le terrorisme. Et Buhari est obligé d'apporter une solution idoine au problème de terrorisme. Surtout quand on voit que le berceau même
de ce terrorisme se trouve chez lui, hein, en quelque part. Voilà, moi, quand le président français était là, Macron était là entre-temps au Nigeria, il a dit que le Nigeria, après les élections, aura eu une position très importante dans la crise togolaise. C'est là où moi j'ai compris, je l'ai dit quelque part, que la France est en train de soutenir indirectement la présidence de Boari à la tête de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, Boari a le soutien de la France. Mais allons un peu plus en arrière. C'est comme la situation de 2005 est en train de se poser encore par rapport à 2020. Vous imaginez, au lendemain de la mort du général Eyadema, c'était Obasanjo qui était le président en exercice de l'Union africaine. Obasanjo n'était pas trop d'accord avec Faure Gnassingbé à l'époque, avec la manière dont s'organisait la succession. Obasanjo n'était pas d'accord. Mais il a fallu que le président français d'alors, Jacques Chirac, appelle Obasanjo pour lui dire: monsieur, qu'est-ce que vous avez? Votre dette par rapport au club de Paris, on vous en remet et puis vous oubliez ça, vous soutenez le petit. Entre guillemets, c'était dans les coulisses au fait. Et après on a vu qu'Obasanjo a changé de langage et il a soutenu la candidature de Faure Gnassingbé et Faure Gnassingbé a été élu président. Au départ, peut-être que Boari n'était pas trop d'accord avec Faure Gnassingbé. Mais quand Macron est arrivé, Macron lui aurait dit des choses et avec le soutien qu'on lui apporte à la présidente de la CEDEAO. Et quand ce que Macron dit en ce qui concerne sa position, ou lorsqu'il y aura une décision ou une position très importante dans la crise togolaise, c'est pour dire à ceux-là qui disent que Boari va demander à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir qu'ils se trompent. Parce que quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire, Boari, il va soutenir Faure Gnassingbé. Il ne va jamais demander à Faure Gnassingbé de quitter. N'oubliez pas que si Boari est là-bas, je l'ai dit dans une de mes chroniques, si Boari est toujours président du Nigeria, c'est grâce à Faure Gnassingbé. C'est Faure Gnassingbé qui serait intervenu. Sinon, Boari aurait eu déjà un coup d'État. Et il ne serait plus aujourd'hui président. Donc, ceux-là qui rêvent, là, qui oublient ça. Faure Gnassingbé est le président du Togo. Le jour, le temps sonnera, il y aura alternance. Très bien. Le temps a sa raison que la raison ne connaît pas. Celui qui sait attendre le temps a le temps et ne sera pas surpris par le temps. Et nous serons surpris par le temps. Il y a un deuxième évangile, mais nous n'allons pas le lire. Le premier évangile que nous sommes en train de... Oui, le temps nous a surpris. Mais nous allons conclure avec le premier évangile. Et ma dernière question, c'est qu'à la lumière et au su et au vu de tout ce que vous venez de dire, quelles leçons à tirer pour la démocratie au Togo? Moi, je pense que la première leçon, c'est le réalisme. Il faudrait que les politiciens, surtout les opposants togolais, soient réalistes et savoir ce qui est faisable. Et ne pas écouter les sirènes de n'importe où, d'un fuyard de Zewa. De quoi là, et puis Zewa. Et puis on vient, on chante le Boukila Zewa et il s'énerve. Mais écoutez, il faudrait qu'on soit sérieux. Ce n'est pas Achadama qui va venir apprendre la politique au Togo. Au temps de Eyadema, tout ce que Achadama fait, au moment où tout le monde luttait pour restaurer la démocratie au temps fort du RPT, mais tout ce que Achadama a trouvé à faire, après avoir travaillé comme il a été secrétaire général même de la préfecture de Tchaoudjo en ce temps, je crois bien. Central. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de rendre cet tablier et dire que non, il se retire de la politique. Et quand il est venu par des chemins biaisés pour rentrer encore dans la politique, il vient, il amène des gens à la bataille, il disparaît, il se voit. Et quand il se voit, il vient, les gens continuent pas sur non, mais on se trompe. On se trompe. Et donc, je me dis que les Togolais doivent être réalistes. Et savoir que tout ce qu'on nous dit là, c'est les fondamentaux de la démocratie. Allez voter cela. Et revenons maintenant, occupons-nous de ce qui est l'essentiel, qui est les élections. Et quand on finit de le faire, on travaille. Le moment d'élection va encore arriver. Très bien. Et surtout, allons préparer le terrain pour nos prochaines. Comme Dimas Dikodo vient de le dire, il faut être réaliste. Je vais juste ajouter quelque chose. Vous savez, ce qui vient de se passer là, pour moi, c'est grave. La portée est vraiment grave. Parce que
l'opposition s'est offerte gratuitement au pouvoir et le pouvoir l'a fragilisé. Au départ, il y avait le rapport de force, c'était en faveur du pouvoir, en faveur de l'opposition. Le pouvoir a tremblé, mais aujourd'hui, l'opposition a aidé le pouvoir à s'enraciner davantage. Regardez, oui, avec leur entêtement, le pouvoir réussit à restructurer, unir 4 congrès en 4 mois. C'est extraordinaire. Le pouvoir est en train de reprendre la main. Où est l'opposition aujourd'hui? Elle s'est vraiment fragilisée. Ça, avec cette condition-là, avec cette condition-là, il serait difficile d'avoir l'alternance là dont il parle. Parce qu'il faut une opposition responsable, pragmatique face au pouvoir, qui puisse jouer véritablement le rôle de contre-pouvoir face au pouvoir. Sinon, dans ces conditions-là, l'alternance serait vraiment difficile. C'est là une chimère. C'est là où j'en appelle à des élections locales. Il faut l'émergence d'une nouvelle classe d'opposition au Togo. Sinon, ceux-là qui sont là, il faut qu'on leur dise merci parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Ils ont eu fait face à... congrès au sein de leur parti, non? Repositionner les pions de leur propre parti. Pourquoi c'est eux qui sont toujours les éternels présidents? Et ils demandent l'alternance ailleurs. Ok. Sinon, bonne chance à tout le monde, bonne semaine. Très bien. J'espère vous retrouver sur ce plateau encore au fur et à mesure que l'actualité évolue. Disons que la date butoir pour voir tout ce que nous disons, le couronnement de tout ce que nous disons, c'est le 20 décembre, comme l'a annoncé la CEDEAO. Et nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci surtout pour la disponibilité dont vous nous avez fait montre. Merci à vous, Firmin Teko. Vous êtes journaliste, chroniqueur, analyste. C'est le patron du journal Forum, du quotidien privé, Forum de la semaine, Dimas Dikodo, que je retrouve avec plaisir parce que ça fait très longtemps. Folie Kani m'a servi de l'autre côté du cadrage. C'est le jeune Alexandre Tchaline qui nous a permis d'être vus sur vos petits écrans. Nyon Makaka a assuré la lecture de tous ces évangiles. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. C'est de Nicolas Machiavel. Bonne méditation et à dimanche prochain.